Tout le monde connaît la Pompéi romaine. Mais qui sait que cette ville antique avait déjà une longue histoire derrière elle, à l'heure de sa fin tragique? Que sait-on de ses fondateurs, de ses conquérants, de ses habitants? Qui connaît ceux qui ont tracé son plan, construit ses premiers bâtiments? Dès l'époque archaïque, l'intégralité du tissu urbain était déjà structurée. À quoi ressemblait la Pompéi des origines? Pourquoi a-t-elle été implantée au cœur de la Campanie, l'une des régions les plus dangereuses d'Italie? C'est un territoire qui attire beaucoup les populations, grâce à sa position géographique, sa fertilité et la beauté du paysage. Découvrez Pompéi avant Pompéi. Une histoire méconnue longue de 8 siècles. 800 ans d'alliances et de trahisons, de créations architecturales. On observe une planification urbaine qui se met en place avec la division et l'organisation des blocs urbains. Les Samnites ont refortifié la ville. C'est eux qui ont organisé tout le réseau urbain de la Pompéi qu'on connaît actuellement. 800 ans de prospérité et de décadence, de guerre sans merci. La conquête romaine de Pompéi s'est déroulée de manière violente, dramatique et traumatisante. Une aventure inédite, un véritable retour aux sources, accompagné des meilleurs spécialistes historiens et archéologues. Sous la Pompéi romaine, miraculeusement préservée par les cendres du Vésuve, se cachent les traces d'une ville encore plus ancienne, une œuvre architecturale, fruit de la rencontre de plusieurs peuples, de plusieurs cultures. Une cité monumentale, riche et prospère, objet de toutes les convoitises. Voyager à travers 800 ans d'histoire de l'une des cités antiques les plus célèbres. Remonter aux origines de Pompéi. La grande histoire de la cité de Pompéi est indissociable de celle du Vésuve. Remonter aux origines de cette ville antique, c'est d'abord raconter les multiples soubresauts d'un volcan encore actif. Un volcan sur les pentes duquel a été construit au milieu du 19e siècle le premier observatoire volcanologique du monde. Nous sommes sur le flanc ouest du Vésuve. L'histoire de ce volcan a été marquée par une activité discontinue. Il y a 400 000 ans, des volcans surgissaient dans la région italienne de la Campanie. Des tonnes de magma en fusion se sont frayé un chemin à travers les couches les plus fragiles de la croûte terrestre pour jaillir à la surface. Le cône volcanique du Vésuve fait partie d'un ensemble de 3 zones volcaniques différentes. Outre le Vésuve lui-même, l'arc campanien est formé des champs flégréens, les champs ardents, et de l'île d'Ischia, dont plusieurs volcans sous-marins. 3 régions volcaniques encore en sommeil aujourd'hui et dont personne ne peut dire quand elles vont entrer en activité à nouveau. Au cours de la préhistoire déjà et tout au long de l'Antiquité, les habitants de la région ignoraient quasiment tout de la dangerosité de cette montagne, endormie depuis longtemps. La Campanie était habitée durant l'âge de bronze antique. Pendant 4000 ans, le volcan est donc resté inactif. Il y a 4000 ans, des éruptions ont donc pu rayer de la carte des civilisations préhistoriques, implantées dans la région bien avant la création de Pompéi. Car l'éruption survenue en 79 de notre ère a été dévastatrice. Sa puissance équivalent à 1000 bombes d'Hiroshima. En 24 heures, elle a englouti la cité de Pompéi et tué plus de 3000 de ses habitants. Certaines sources affirment que des Pompéiens savaient que cette montagne était un volcan. Mais personne ne savait qu'il s'agissait d'un volcan actif, qu'il puisse produire des éruptions désastreuses. Pendant plusieurs dizaines de milliers d'années, les éruptions volcaniques ont façonné ce paysage, baigné par le cours du Sarno. Ce fleuve méandreux coule dans une plaine à la richesse inouïe.
La Campanie est un grand jardin surmonté par un volcan qui était alors beaucoup plus haut. 2000 ans avant notre ère, à l'époque du Bronze ancien, le Vésuve mesure encore 1800 mètres d'altitude contre 1200 mètres aujourd'hui. Les éruptions successives l'ont déformé, fertilisant les plaines alentours. Cet espace, les peuples l'ont colonisé dès la période préhistorique, comme le montrent des découvertes archéologiques effectuées à quelques kilomètres à l'est du cratère et du site actuel de Pompéi. Étendues sur un périmètre de 1000 mètres carrés, les fouilles archéologiques entreprises à Nola ont débuté par un sondage de routine. Mais le hasard va bien faire les choses. À 6 mètres de profondeur, les experts tombent sur un four de cuisson. Étrange découverte, car il est impossible de trouver ce style de mobilier en pleine campagne. Ils supposent aussi qu'il y a une habitation ou un village sous leurs pieds. D'autres sondages sont alors pratiqués et quelques jours plus tard, des huttes et un enclos contenant les squelettes de 13 brebis sont mis au jour. Un grand voyage dans le passé commençait, car les empreintes de ces habitations ne datent pas de l'Antiquité. Elles ont près de 4000 ans. Les truelles et les pinceaux des archéologues ont fait réapparaître la forme en creux de ces maisons préhistoriques. Ces découvertes nous renseignent sur ceux qui ont fondé ce village 1700 ans avant notre ère, les Sarrastes. La forme arrondie du fond des cabanes, les trous de poteaux, permettent de les reconstituer. Toutes les habitations ont été construites sur un réseau d'îlots et de canaux artificiels navigables, dont les berges étaient renforcées par des poteaux, plantés sur le fond des marécages. Les rives ainsi créées ont été délimitées et renforcées par des palissades de troncs d'arbres. Les Sarrastes étaient visiblement passés maîtres dans les systèmes d'écoulement des eaux pour favoriser le drainage des sols. Ils se déplaçaient grâce à des bateaux longs et étroits taillés dans des troncs. Un dock a été identifié avec au moins 2 pirogues encore amarrées au poteau. Il y avait des pirogues qui transportaient du bois, de l'argile, et ces îlots étaient régulièrement recouverts par des inondations et régulièrement reconstruits. Ils avaient, je pense, un sens très précis de la construction, même hydraulique. Les berges sont renforcées régulièrement. Les 3 premières huttes mises au jour à Nola livrent de précieuses indications sur le mode de vie de leurs habitants. Orientées nord-ouest-sud-est, sans doute en fonction du vent, elles étaient construites sur un modèle en fer à cheval et sur 2 étages. Elles atteignaient environ 5 mètres de hauteur. La plus grande mesure 17 mètres de long sur 9 mètres de large et pouvait accueillir une douzaine de personnes. À l'intérieur, de multiples objets dont des couteaux en os, des saguets et des récipients variés ont été découverts. Les vases en argile, en excellent état de conservation, présentent une diversité de formes et de décorations inconnues jusqu'alors. Dans la plus petite hutte, un peu à l'écart, et apparemment réservée à une personne seule, une espèce de coiffe, agrémentée de défenses de sangliers polis, a été retrouvée. Était-ce les attributs d'un chef de village ou d'un sorcier? Nul ne le sait. Les raisons de l'état de conservation incroyable de ces lieux d'habitation sont évidentes. 2000 ans avant la destruction de Pompéi, les cabanes de Nola, comme les édifices de la cité romaine, ont été engloutis sous des tonnes de pierres ponces volcaniques du Vésuve. Selon les experts, une éruption aurait dans un premier temps provoqué l'ensevelissement de Nola sous un déluge de cendres ayant duré plus de 14 heures. Une très forte pluie mêlée à d'innombrables particules volcaniques aurait provoqué des coulées de boue, pétrifiant à jamais l'ensemble du village. Dans ce contexte, les cabanes auraient été figées avant que leur bois de construction, au fil des années, ne se désagrège. Comme ce sera le cas à Pompéi, les habitants de Nola n'ont vraisemblablement pas eu le temps de préparer leur fuite. L'éruption a été très importante. Les nuées ardentes sont retombées jusqu'à 15 km au nord-ouest du cratère. 1700 ans avant notre ère, la zone offre un paysage de désolation apocalyptique. Pourtant,
les hommes s'y maintiennent. Ils y implantent de nouveaux villages au bord des méandres du fleuve Sarno, et non loin du rivage, car la mer Tyrrhénienne est alors à 4 km à l'intérieur des terres. Le site est idéal. Les terres y sont fertiles et la côte n'est pas loin. La région est une source de vie et une zone idéale d'échange. Je pense qu'une partie de la population a été ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai supposé qu'ils s'étaient unis à des groupes qui avaient fondé Pompéi. Mais les Sarrastes possédaient-ils le savoir-faire pour bâtir une ville? Une chose est sûre, malgré les dangers que fait peser le volcan sur la vallée du Sarno, les rescapés de l'éruption se sont vraisemblablement déplacés vers la côte. Ils y ont sans doute rencontré une autre population, plus avancée technologiquement. Des colons venus de la mer, les Grecs. Auraient-ils fondé ensemble la cité de Pompéi? À partir du 8e siècle avant notre ère, les cités grecques se lancent à l'assaut de la Méditerranée occidentale en un véritable mouvement de colonisation, amenant la création de foyers de culture grecque en Sicile et en Italie méridionale, en commençant par la Campanie. Vers 770 avant notre ère, les colons de la cité grecque d'Érétrie fondent une colonie sur un îlot au large des côtes de la Campanie. Ils la nomment Pithecus, l'actuel Ischia. Sur Ischia, les colons grecs fondent une petite cité et nouent aussitôt des relations avec d'autres Grecs, implantés sur les côtes de la péninsule italienne. 30 ans plus tard, de nouveaux colons étant arrivés, l'île d'Ischia devient trop petite. Une nouvelle colonie est alors fondée sur une colline du continent, sur la côte occidentale de la Campanie, au cœur même des champs flégréens. Ils regardent vers la côte et s'installent à un endroit, à Cumes, où il y avait une éminence rocheuse pour pouvoir implanter une ville. La ville de Cumes, autour de cette éminence, présente une plaine favorable à la culture, riche également parce que ce sont des terres volcaniques. Nous sommes dans un ensemble géomorphologique extrêmement intéressant pour les cultures, riche en eau également. Donc c'est un environnement favorable à l'implantation des populations. Ces colonies sont d'abord de simples comptoirs commerciaux. Elles contrôlent les routes maritimes par où transitent céréales et métaux. Les Grecs dominent désormais le détroit de Messine. Ils s'établissent durablement sur toute la région et rencontrent sans aucun doute les Sarrastes. Se serait-il installé sur le site de la future Pompéi, qui était alors très proche de la mer? C'est possible, car à la fin du VIe siècle, les Grecs posent les premières pierres d'une nouvelle cité promise à un bel avenir. Naples, Néapolis. Un mot grec signifiant « la nouvelle ville ». La Naples moderne a depuis longtemps recouvert les vestiges de la cité antique. Mais sous les pas des habitants, à 20 mètres de profondeur, se trouvent les vestiges de la nécropole grecque, préservée par miracle depuis plus de 2500 ans. Nous sommes dans un vestibule dédié aux magistrats. Le haut-relief, au fond, coupé directement dans un banc de tuf, montre 3 figures. Une figure féminine, avec tunique et manteau, qui lui arrive jusqu'aux pieds. Ici, la figure masculine avec la toge courte, les bas et les sandales. Sur la droite se trouve le profil rasé d'une panthère qui renvoie directement à Dionysos. Avec la fondation de Naples, si les Grecs dominent le littoral de la Campanie, c'est un autre peuple qui tient l'intérieur des terres, les Étrusques. Dans le courant du 7e siècle avant notre ère, les Étrusques, un peuple du centre de la péninsule italienne, se sont implantés au nord du Vésuve, où ils ont fondé les cités de Vulturnum, la future Capoue, et de Nola. Ils y côtoient les descendants des colons grecs installés là depuis près d'un siècle. Étrusques et Grecs implantés à Cumes diffusent produits de luxe et modes de vie auprès des populations locales. Le rapprochement entre deux civilisations différentes est d'autant plus fort que les colonies grecques d'Ischia et de Cumes profitent du travail des minerais importés d'Étrurie. Au VIe siècle,
C'est cette alliance économique entre Grecs et Étrusques qui va permettre la fondation d'une cité qui va faire parler d'elle, Pompéi. Le site a été occupé dès les âges du bronze et du fer. Mais difficile de dire si, à cette époque, il s'agissait d'une réelle implantation ou de simples habitations de passage. Le choix de cet endroit paraît par contre évident, puisque l'emplacement est situé près de l'embouchure du fleuve Sarno et sur le sommet d'un plateau, à une altitude de 33 mètres. Le promontoire permet donc de surveiller le déplacement des navires dans la baie de Naples. Autre raison logique de cette implantation. Sur place, les premiers bâtisseurs disposaient des matériaux indispensables à la construction des premiers édifices. Pompéi est l'un des plus beaux exemples de l'utilisation des roches des volcans napolitains. Cette roche a été extraite depuis l'époque grecque, précisément en raison de ses caractéristiques. Elle est à la fois légère et résistante à la compression et facilement maniable. On pouvait la couper très facilement. Si la date exacte de la pose de la première pierre de la cité demeure encore mystérieuse, les raisons sont donc très claires. D'autant que les sols environnants s'avèrent particulièrement riches. C'est un territoire qui attire beaucoup les populations, grâce à sa position géographique, sa fertilité et la beauté du paysage. Attirée par ses bienfaits, la population était vraisemblablement en augmentation constante dans la région de Pompéi. La cité est probablement le résultat d'un regroupement de 5 villages parlant l'osque, car Pompée signifierait 5 dans cette langue. Les Grecs l'ont sans doute occupée avant que l'agglomération ne tombe sous d'autres influences. Pompéi, comme Rome du reste, se situe à la confluence de 3 cultures. Une culture indigène, culture italique, et 2 cultures envahissantes, entre guillemets, qui sont les cultures étrusques qui viennent du nord et la culture grecque qui vient à la fois du sud de l'Italie, qu'on appelle la Grande Grèce, qui est colonisée très tôt par les Grecs, et de la mer. Ce sont vraiment les cultures étrusques et grecques qu'on voit le plus à Pompéi. Sous la Pompéi romaine bien connue des millions de visiteurs qui la parcourent tous les ans, se cache donc une autre cité, une Pompéi archaïque, beaucoup plus ancienne. Mais à quoi ressemblait cette ville? Et jusqu'où s'étendait-elle? Les recherches les plus récentes montrent que dès l'époque archaïque, l'intégralité du tissu urbain était déjà structurée, peut-être pas occupée, mais certainement déjà structurée, selon un plan régulier autour de 2 axes principaux. La rue du Forum, la rue de Mercure, nord-sud, et la rue de Stabi, et la rue du Vésuve. Cet axe qui rejoint 2 portes, la porte du Vésuve et la porte de Stabi. Pour se localiser dans l'espace de la fouille, les premiers archéologues ont divisé leur plan en régions numérotées de 1 à 9. C'est ainsi qu'ils ont découvert les traces des premiers bâtisseurs, qui, influencés par les traditions architecturales étrusques, ont d'abord tracé 2 axes orthogonaux de circulation. L'axe est-ouest commence à la Porte Marine et se poursuit vers la rue de l'Abondance. Perpendiculaire à cette direction, l'axe nord-sud débute dans la rue des Écoles au sud, continue sur le côté oriental du Forum, puis suit les rues du Forum et de Mercure. La ville a été fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ et nous savons qu'elle était déjà structurée autour de 2 grands sanctuaires, le temple d'Apollon d'un côté et le temple d'Athéna de l'autre. À l'époque,
La ville se développe alors jusqu'à atteindre près de 66 hectares, dont 44 d'habitations. Le reste est constitué de jardins et de champs. Les recherches actuelles nous font supposer qu'il n'y a pas eu d'expansion progressive du centre autour du forum, vers le nord et vers l'est, mais que la ville avait déjà été construite de la façon dont nous la voyons aujourd'hui. Les premiers temps de Pompéi sont donc marqués par un mélange de populations d'origines diverses. Sarrastes, Grecs et Étrusques. Ce melting pot culturel influence l'architecture des premiers sanctuaires. Le temple d'Apollon et le temple dorique ont deux architectures qui sont assez différentes l'une de l'autre. Le temple d'Apollon, d'abord, c'est son enceinte qui a d'abord été construite. Fin du 7e siècle, probablement, on a une enceinte sacrée avec un autel à ciel ouvert. Et ça va être assez caractéristique des temples étrusco-italiques d'être situés à l'intérieur d'une enceinte. C'est un temple qui est fait pour être vu de face quand on entre dans cette enceinte. Il a une décoration comme les temples étrusques en terre cuite. Le temple dorique, il est positionné dominant le fleuve Sarno, dominant la mer un peu plus loin. Lui, il est fait pour être vu de tous les côtés, comme les temples grecs. Pompéi, d'abord, c'est un port. Donc Pompéi était forcément fréquenté par aussi des navigateurs. Et on appelait à Pompéi des artisans pour embellir les monuments publics de la ville. Et on voit très bien qu'au VIe siècle, alors que la ville est étrusque, elle se dote de temples qui sont décorés avec des terres cuites architecturales réalisées par les mêmes artisans que ceux qui travaillent à Cumes. C'est-à-dire que ce sont les habitants de Pompéi qui probablement font appel aux meilleurs artisans dans la matière pour décorer leurs temples à la manière des toits de temples grecs ou plus généralement campaniens. Pompéi contrôle l'arrière-pays particulièrement fertile de la Campanie. La cité se situe au carrefour de plusieurs routes commerciales et les salines qui se trouvent non loin de là, placées sous la protection d'Hercule, fournissent le sel, élément indispensable à la transformation des produits laitiers et à la conservation des viandes qui pourra ainsi être exportée. Les populations de la région cohabitent tant bien que mal. Lorsque les Grecs arrivent sur ces côtes, ils vont chercher à commercer avec l'intérieur. C'est à l'intérieur des terres qu'on va avoir les éleveurs. Ce sont eux qui vont fournir la viande et c'est pour conserver cette viande, notamment, qu'on va avoir besoin du sel. Il y a des coexistences entre ces populations jusqu'à ce que certains veuillent prendre le dessus pour contrôler les territoires. Et c'est là que, évidemment, éclatent les guerres. Point des plus stratégiques, la Pompéi des origines est forcément l'objet de bien des convoitises. Et les premiers bâtisseurs de la cité éprouvent très vite le besoin de se protéger. Très tôt, 6e siècle, Pompéi va ressembler globalement à la Pompéi actuelle, c'est-à-dire qu'on a déjà une muraille. La muraille est certainement l'un des éléments structurants de la ville. Et nous savons que le tracé mural avait déjà été construit au VIe siècle sur la même ligne qu'aujourd'hui. Ce qui est le plus frappant, c'est l'urbanisme grec à travers les temples et puis aussi à travers les murailles, preuve d'un savoir-faire grec. Les habitations étaient regroupées à l'intérieur d'un mur d'enceinte qui mesurait 3 km de long. Cette première fortification était construite avec des murs en bloc de papamonte, c'est-à-dire en roche de tuf volcanique. Mais un mystère demeure. La physionomie de ce mur est étrange. Son tracé change de direction de façon illogique à l'angle nord-est. Une hypothèse, formulée par des chercheurs, fournit une explication. Le Sarno, qui coule aujourd'hui au sud des vestiges, aurait pu couler au nord lors de la création de la cité. C'est sur cet ancien tracé que se serait appuyé le mur d'enceinte. Les bâtiments les plus anciens de Pompéi ont donc été édifiés par des populations qui, jusqu'alors, peuplaient la vallée du Sarno et qui se sont déplacés près de la côte. Mais cette bonne entente entre des peuples d'origine et de cultures différentes n'est qu'une façade. Très tôt, les Étrusques venus du nord
tentent de supplanter les Grecs installés à Cume. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Campanie, c'est la ligne d'affrontement entre la civilisation grecque qui vient du sud et la civilisation étrusque qui vient du nord. En 524 avant notre ère, quelques années seulement après la fondation de la Pompéi archaïque, les Étrusques, qui ont emprunté aux Grecs l'équipement des hoplites et la tactique de combat en phalange, les ont affrontés devant les remparts de Cume au cours d'une bataille terrestre remportée par les Grecs, commandée par Aristodème. Mais la rivalité entre Étrusques et Grecs ne va pas s'arrêter là. Et elle sera lourde de conséquences pour le destin de la toute jeune cité de Pompéi. Quand on parle de Grecs, il faut penser au pluriel. Il y a des Grecs de Sicile, de Syracuse, il y a des Grecs de Corinthe, il y a des Grecs d'Athènes. Et là, en l'occurrence, ce sont les populations de Sicile, derrière Hieron de Syracuse, qui vont venir en renfort des Grecs de Cume contre les Étrusques lors d'une bataille navale fameuse en 474. Il y a 2500 ans, la mer Tyrrhénienne n'était pas qu'un paisible espace de commerce et de communication. Elle était aussi le théâtre de terribles affrontements. En 474 avant notre ère, les Étrusques, pensant prendre leur revanche sur les Grecs de Cume, les attaquent. Mauvais choix, car les Grecs ont reçu l'appui de la flotte de Hieron Ier de Syracuse. Piégée dans la baie de Naples, la flotte étrusque est littéralement annihilée. La défaite est cuisante et lourde de conséquences pour les Étrusques. C'est la fin de la domination de leur cité sur le commerce maritime méridional. Une conséquence mortelle pour la marine étrusque. Les gens se battent pour la Campanie parce que c'est une mine de ressources, un climat très favorable, une terre fertile. Et surtout, elle est très bien située en Méditerranée parce qu'elle permet de constituer une escale pour les bateaux qui viennent d'Orient et qui veulent aller vers le nord de l'Europe. Donc c'est un point d'ancrage extrêmement important pour ces navigateurs. C'est grâce à ce moyen de transport qu'on amène des populations, qu'on amène des richesses, qu'on échange et que l'économie croît. Après la défaite de Cume, les Étrusques implantés à Capoue et Pompéi sont désemparés. Leur flotte est détruite et ils sont définitivement isolés de l'Étrurie du Nord. Ils perdent alors la main sur le trafic commercial. Après la bataille navale de 474, les Étrusques vont perdre de la puissance dans la région et on le voit à Pompéi. Pendant 50 ans, des populations d'origine grecque reprennent donc le contrôle de la cité de Pompéi. Mais au même moment, sa superficie semble se rétrécir considérablement. Un deuxième rempart est élevé autour du centre-ville. Tous les indices convergent pour indiquer un rétrécissement du noyau urbain. Un déclin dont l'origine demeure toutefois très mystérieuse. Émancipée de la domination étrusque, la cité va tomber sous la coupe d'un autre peuple, descendu des montagnes du centre de la péninsule, les Samnites. L'historien Tite-Live présente les Samnites comme des montagnards arriérés et les oppose aux citadins civilisés de la plaine. Mais est-ce une vision très juste? Qui étaient-ils? Leur langue, apparentée à l'osque, peut nous fournir quelques clés de compréhension. Paolo Poccetti est l'un des rares linguistes spécialistes de la langue osque, une langue qui est longtemps demeurée un mystère. En Campanie, cette rencontre entre les Samnites et les civilisations préexistantes, en particulier les Grecs, a eu un impact majeur à ce moment-là. Ce fut la formation de la langue osque qui naquit à cette époque. Mais les Samnites se sont étendus encore plus au sud. Dans la deuxième moitié du 5e siècle avant notre ère, les Samnites veulent fonder des États dans la plaine au pied du Vésuve. Ils lorgnent sur les terres fertiles du sud et de l'est de la Campanie. À la fin du 5e siècle, leurs guerriers partent à la conquête de la vallée du Sarno et attaquent les villes de Capoue, Cume et Pompéi. Au moment de l'arrivée et de l'installation de la population samnite à Pompéi, on observe un développement monumental de la ville, une planification urbaine qui se met en place avec la division et l'organisation des blocs urbains, mais aussi une organisation des espaces publics, des espaces privés, des espaces destinés au culte ou à la production. Ce sont eux qui commencent à créer
la ville qui va être proprement la ville romaine. C'est pendant la période samnite que le forum est réaménagé. C'est pendant la période samnite qu'on commence à construire les premiers thermes. C'est pendant la période samnite qu'on commence à concevoir le plan des théâtres. Sous la domination samnite, l'aspect architectural de la cité évolue. L'archéologue Sandra Zanella est spécialiste de l'évolution urbaine de Pompéi. Elle cherche à mieux comprendre les transformations opérées après la chute de la cité. D'un point de vue archéologique, l'arrivée des Samnites, comme le succès d'autres peuplements, entraîne des modifications dans les techniques de construction et dans l'architecture en général. Dans la Pompéi du VIe siècle avant Jésus-Christ, les murs ont été réalisés en utilisant différents types de matériaux, notamment la lave. Avec l'arrivée des Samnites, nous assistons à l'utilisation d'autres matériaux de construction, notamment le calcaire du Sarno, avec lequel sont réalisés les murs de la ville, mais avec lequel on bâtit aussi les bâtiments privés et les maisons à l'intérieur des îlots. Les Samnites étant les nouveaux maîtres de la cité, leur langue, l'osque, y devient la langue officielle. La langue osque s'est formée en Campanie entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est la langue qui a unifié la Campanie. Dans l'ancienne Campanie, l'écriture était très pratiquée. À Pompéi, nous avons la présence de nombreuses inscriptions étrusques qui ont été retrouvées. Ensuite, la langue osque devient la langue officielle, la langue qu'on peut qualifier entre guillemets de nationale. Elle devient la langue officielle de la ville jusqu'à la romanisation. C'est donc la langue de l'État, la langue de l'administration, la langue des relations publiques. Après la conquête des Samnites, les remparts se renforcent. Le temple dorique est restauré. Les constructions s'étendent même en dehors des limites du centre historique de Pompéi. Le territoire que la cité domine côtoie un autre état de Campanie fondé également par des Samnites au milieu du 5e siècle avant notre ère, autour des cités de Capoue et de Cume. Mais plus au nord encore, comme les Grecs et les Étrusques avant lui, un peuple latin en pleine expansion est à son tour attiré par la riche Campanie, les Romains. Devenue une république aux institutions fortes, Rome commence à émerger comme la ville dominante de l'Italie centrale, le Latium. Du 4e au début du 3e siècle avant notre ère, l'État romain se lance dans la conquête de la péninsule italienne. Les légions conquièrent une partie de l'Étrurie et soumettent définitivement les autres peuples latins. Au centre de la péninsule, Romains et Samnites se regardent désormais en chiens de faïence. L'enjeu pour Rome, s'étendre vers le sud en suivant la côte. Deux territoires manquent à son chapelet de conquête, les montagnes du Samnium, l'État campanien et donc la région de Pompéi. Il va falloir soumettre les farouches Samnites et s'emparer de la cité. C'est une fois ce verrou samnite sauté que les Romains vont pouvoir continuer leur progression vers le sud et conquérir tout le sud de la péninsule. Mais il fallait avoir d'abord vaincu les Samnites, qui étaient le peuple puissant entre les parties déjà conquises par Rome au nord et la Grande Grèce du sud. La guerre éclate en 327 avant notre ère. Elle va durer plusieurs dizaines d'années au cours desquelles la Pompéi des Samnites va poursuivre sa croissance. Les Samnites, influencés par l'architecture grecque et par celle des Romains, leurs voisins et rivaux, vont donner à la ville sa physionomie quasi définitive. Pompéi avait commencé à se romaniser, à prendre modèle sur Rome. Rome est une ville qui a fasciné l'ensemble des villes du monde méditerranéen. Et Pompéi avait déjà commencé à restructurer son forum, avait déjà commencé à installer le temple de Jupiter. Pompéi est fortement agrandi vers l'est en suivant un plan orthogonal. Le Cardo Maximus se déplace dans cette direction. Enfin, de nombreux monuments vont être édifiés. La basilique, le temple de Jupiter, le forum triangulaire, le théâtre, le temple d'Isis, les thermes et la palestre samnite.
Au cours du IIe siècle avant notre ère, les élites locales décident de remanier la ville en s'inspirant des modèles monumentaux purement hellénistiques. Les façades de la rue menant au forum sont refaites avec des blocs de tuf gris de Nocera ou avec des gros blocs de calcaire du Sarno. Les pilastres, colonnes et corniches font leur apparition dans les monuments. Au cours de la même période, l'enceinte est renforcée. C'est à cette époque que ces 8 portes sont remaniées. Il en reste aujourd'hui 7. La porte marine, la porte d'Herculanum, qui trace une voie vers cette petite ville balnéaire très riche, la porte du Vésuve, point le plus élevé de la ville, celle menant vers Nola, le Sarno ou Nocera, ainsi que la porte vers Stabi. Une inscription en langage osque datant du IIe siècle avant notre ère, trouvée dans l'arche intérieure de la porte de Nola, témoigne que la construction de cet édifice a été ordonnée par Vibius Popidius, fils de Vibius, magistrat principal de la cité. Le renforcement de la muraille va de pair avec la mise en place d'un plan urbain, tracé au cordeau. La ville s'étend désormais hors de ses propres murailles jusqu'à ses alentours immédiats avec la construction de villas périurbaines sur lesquelles les Romains bâtiront plus tard d'autres structures. La Pompéi samnite était donc déjà une mégastructure urbaine, très bien conçue et organisée. S'inspirant des plus grandes réalisations grecques, le grand théâtre de Pompéi a été aménagé au IIe siècle avant notre ère, dans une dépression du plateau de basalte, sans doute une ancienne carrière de pierre. Alors qu'à la même époque, les Romains ne construisaient que d'éphémères scènes en bois, le théâtre de Pompéi comprend 5000 places sur plusieurs niveaux. Un vélum ou vélarium, composé d'une série de voiles en lin tendus au-dessus des gradins, procurait de l'ombre aux spectateurs au cours des journées chaudes de l'été. L'inspiration hellénique est manifeste dans la structure de l'édifice. La cavea, les gradins, en forme de fer à cheval pour le public. L'orchestra, situé au pied de la cavea, est destiné aux évolutions du chœur. Et enfin, la scaena. On retrouve les 3 divisions classiques de la cavea. L'ima cavea, réservée aux magistrats, la media cavea, destinée aux classes sociales aisées, et la summa cavea, laissée aux plus modestes. Le quadriportique qui jouxte le grand théâtre est le plus ancien attaché à un théâtre d'Italie. Composé de 74 colonnes doriques, il permettait aux spectateurs de se promener entre 2 représentations. Un autre monument témoigne de l'influence grecque, la palestre, où les jeunes gens venaient s'exercer comme le faisaient ceux de Sparte ou d'Athènes. Si les magistrats de Pompéi peuvent consacrer autant de ressources financières dans la construction de nouvelles infrastructures et de bâtiments, c'est que la ville est entourée par un véritable jardin d'Éden. Les habitants ignorent totalement la dangerosité du volcan, malgré quelques tremblements de terre. Ces phénomènes volcaniques sont perçus comme des réactions de créatures monstrueuses qui avaient voulu se rebeller contre les dieux de l'Olympe et qui avaient été vaincus. Enrichie grâce à la viticulture, à l'élevage et à l'agriculture, la cité possède un autre atout. Son port maritime et fluvial qui en fait un prospère carrefour commercial. Donc, on a la paix qui amène la prospérité. Donc, du coup, Pompéi va pouvoir profiter de la fertilité des terres tout autour, va pouvoir profiter de la voie commerciale et de son port. Mais cette ville superbe nourrit les rêves d'indépendance des aristocrates samnites. La paix ne va pas durer. La rivalité entre Romains et Samnites s'accentue. Le dernier chapitre de l'histoire de Pompéi va s'écrire dans le sang. Il faut dire que la conquête romaine de Pompéi s'est déroulée de manière violente, dramatique et traumatisante. Au tournant du IIIe siècle avant notre ère, après avoir été défaits à plusieurs reprises, les Romains tiennent enfin leur revanche sur les Samnites. Ils les battent à la bataille de Bovianum, au cœur même de leur fief montagneux. Mais cette défaite ne sonne pourtant pas le glas des espoirs samnites. En 295 avant notre ère, les Samnites parviennent à remonter vers le nord jusqu'à l'actuel Sassoferrato.
à 200 km au nord de Rome. C'est là que va avoir lieu la bataille décisive, la bataille de Santinum. Mal engagée pour les Romains, elle tourne pourtant à leur avantage. 25 000 guerriers samnites y perdent la vie contre 9 000 soldats côté romain. 5 ans plus tard, les Samnites sont contraints de signer un traité de paix aux conditions sévères, puisqu'il les oblige notamment à fournir des soldats à la République romaine. Les Pompéiens entrent à contre-cœur dans l'alliance militaire romaine. L'accord de 290 donc, va permettre aux Romains d'avoir la paix avec les Samnites, de pouvoir continuer la progression vers le sud. Maintenant, une ville comme Pompéi, qui est une ville qui va rester peuplée de Samnites, va être... L'influence romaine se lit dans les monuments de Pompéi, comme les thermes de Stabie, les plus anciens, datant du IIIe siècle avant notre ère. Ils s'organisent autour d'une palestre centrale, élément typiquement grec. Les premiers bains sont froids et alimentés avec l'eau d'un simple puits. Les lieux sont peu éclairés et lugubres, car le nombre et la taille des fenêtres sont réduits afin d'éviter les déperditions de chaleur. Ce qui est intéressant avec les termes de Stabie, c'est qu'on voit naître dans ces termes ce que vont être les termes romains. Les premiers bains tièdes et chauds apparaissent durant la seconde moitié du IIe siècle avant notre ère avec la diffusion du principe de l'hypocauste. Le sol était composé de dalles qui reposaient sur des piliers de briques d'une hauteur de 60 à 70 cm. Un foyer, situé à l'extérieur du bâtiment, chauffait le sous-sol, le sol et les piscines. La fumée était évacuée grâce à un conduit en terre cuite disposé dans le mur opposé au foyer. Pompéi ne va pas cesser de s'embellir. Le forum se part d'une basilique. Mais en 91 avant notre ère, une nouvelle génération de Pompéiens réclame plus d'autonomie vis-à-vis de la République romaine et rejette finalement l'ancienne alliance militaire. Le Sénat de Rome réagit aussitôt en envoyant sur place l'un de ses généraux, Sylla. Ce sera la guerre. Cette guerre a eu plusieurs épisodes qui ont duré environ 3 ans. Et l'un des derniers a eu lieu ici même, à Pompéi. Ça s'est fini par un siège plutôt dur et sanglant dans lequel les Pompéiens se sont enfermés à l'intérieur de la ville pour résister à l'assaut des Romains. Le général Sylla fait le siège de Pompéi. Sylla est arrivé, s'est positionné sur la partie nord de Pompéi, là où il avait la position la plus dominante pour son artillerie. Et Sylla a bombardé. Et ce qui est très impressionnant et émouvant d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est que dans la muraille, à cet endroit-là, entre la porte du Vésuve et la porte d'Herculanum, on voit encore très bien les impacts des boulets envoyés par l'armée de Sylla sur les murs de Pompéi. La ville s'organise. Des renforts viennent de toute la vallée du Sarno pour porter secours aux Pompéiens. La cité a gardé la trace de l'arrivée et de l'installation de ses troupes fraîches. Une dizaine d'inscriptions en langue osque, des Eituns. Peut-être que Eituns veut dire soldat ou troupe. Nous ne le savons pas exactement. Mais il devait donner les indications aux soldats ou aux citoyens qui s'étaient engagés pour la résistance. Autrement dit, les Eituns sont des panneaux indicateurs qui servaient aux renforts samnites venus de toute la Campanie à s'orienter dans la ville. Mais, malgré l'afflux de guerriers, la victoire des légions romaines est totale. Les samnites perdent définitivement leur indépendance. Pompéi devient une colonie de peuplement. Objectif désormais pour les Romains, gommer les souvenirs des vaincus. Pompéi va devenir... 1000 vétérans qui viennent s'installer dans Pompéi. Et là, c'est un changement démographique, un changement social, un changement économique extrêmement important. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire que Pompéi devient vraiment romaine. À partir du 1er siècle avant notre ère, de nouvelles constructions monumentales font leur apparition. Le petit théâtre, de nouveaux thermes et l'amphithéâtre. On voit qu'il y a eu des termes pour hommes et des termes pour femmes. C'est-à-dire qu'on a gardé la chaudière commune, mais on a installé un parcours particulier pour les femmes de l'autre côté du parcours des hommes. Leurs entrées sont quasiment opposées.
Alors par contre, les femmes donc, vont avoir également vestiaire, salle froide, salle tiède, salle chaude, mais elles n'auront pas la palestre. La palestre va être réservée qu'aux hommes. Durant le 1er siècle de notre ère, la prospérité de la ville permet à ses notables de moderniser le réseau d'adduction d'eau. Un castellum aquae, un château d'eau construit près de la porte du Vésuve, l'endroit le plus haut de l'agglomération, distribuait le précieux liquide vers des châteaux d'eau secondaires qui répartissaient le flux constant vers les bâtiments publics, les fontaines et les demeures des particuliers. Ce château d'eau était alimenté par un ouvrage encore plus impressionnant. Un aqueduc long de 95 km, construit entre 27 et 10 avant notre ère, sur les ordres de l'empereur Auguste. Il fournissait de l'eau à 8 cités de la baie de Naples, comme Pompéi, Stabi ou Nola, et terminait sa course folle à travers la Campanie dans la Picena Mirabilis, au port de Misène. Les ingénieurs romains avaient tout prévu. Pompéi est une ville qui est en pente douce dirigée vers la mer, du nord vers le sud. Donc imaginez si on avait laissé l'eau couler naturellement, la pression pour les maisons du bas ou pour les bâtiments du bas aurait été colossale. Donc régulièrement, la conduite monte dans ce qu'on appelle des tours d'eau. Là, elle s'écoule dans un bassin à l'air libre, ça fait rechuter la pression, et du bassin, elle redescend par un autre tuyau qui reprend le chemin de la pente descendante. Et c'est la succession de ces différentes tours d'eau qui permet de casser la pression qui aurait été trop importante si on avait fait directement les canalisations depuis le château d'eau jusque dans les édifices publics du sud ou des maisons du sud. Un autre monument caractéristique de la civilisation romaine apparaît dans le paysage pompéien. C'est l'amphithéâtre. Autant le théâtre est une création grecque qu'on connaît depuis longtemps, que les Romains ont adapté, autant l'amphithéâtre, c'est vraiment une création romaine. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'amphithéâtre de Pompéi, c'est le premier amphithéâtre que l'on connaisse. Édifice imposant de forme elliptique, l'amphithéâtre ne mesure pas moins de 140 mètres de long sur 105 mètres de large, pour une arène centrale de près de 67 mètres sur plus de 35 mètres. L'édifice prend appui sur un terre-plein et sur une partie des murailles de la ville. L'arène et les gradins sont surcreusés dans le sol sur plusieurs mètres, ce qui fait de l'ensemble une petite prouesse technologique. Cet amphithéâtre, le plus ancien de l'Empire romain découvert à ce jour, pouvait accueillir 12 000 personnes et certaines sources avancent même le chiffre effarant de 20 000 spectateurs. Ça va devenir phénoménal. Pensez que Pompéi a un amphithéâtre de 20 000 places. Or, Pompéi, on a du mal à évaluer sa population, mais on va dire une population entre 10 et 15 000 personnes. Le théâtre fait 3 000 places. L'Odéon qui est à côté fait 1 000 places environ. L'amphithéâtre, 20 000 places. C'est un lieu de spectacle extraordinaire. Et on voit bien d'ailleurs que les gens des alentours viennent à Pompéi pour le spectacle. Les spectacles de gladiateurs avaient une grande importance dans la vie de la cité. Pompéi possédait même sa propre école de gladiateurs. Une peinture découverte par les archéologues nous restitue une page d'histoire très éloquente à ce sujet. À la manière d'un instantané, elle nous replonge en 59 après Jésus-Christ. Pompéi organisait alors une grande compétition de gladiateurs entre cités voisines. La fresque nous apprend que c'est la ville de Nocera qui a été désignée vainqueur, ce qui n'a pas plu du tout aux Pompéiens qui se seraient jetés sur les supporters de la ville voisine. Cette bagarre entre hooligans aurait eu tellement d'écho que le Sénat de Rome aurait décidé, après enquête, d'interdire les spectacles à Pompéi pendant 10 ans. Au cours du 1er siècle avant notre ère, Pompéi s'est donc transformée en parfaite cité romaine, possédant tous les marqueurs architecturaux de la civilisation de ses conquérants. La cité campanienne, après près de 500 ans d'histoire, est devenue un petit paradis. Il est désormais loin le temps des villages de cabanes du peuple saraste. La magnificence de ses temples, de son forum, de ses lieux de spectacle exprime sa grandeur et sa richesse. La ville s'épanouit au cœur d'une région bénie des dieux, baignée par les eaux turquoises de la mer Tyrrhénienne. Devenue romaine,
Pompéi est demeurée une cité cosmopolite peuplée d'hommes et de femmes originaires de tous les coins de la péninsule italienne, d'Afrique et du nord de l'Europe. Mais après 4000 ans d'un sommeil agité, en 79 de notre ère, le Vésuve s'est réveillé. La force de son explosion équivaut à 1000 bombes d'Hiroshima. Un nuage de gaz et de poussière s'élève au-dessus du cratère jusqu'à une altitude de 30 000 mètres. Pendant 18 heures, les projections retombent sur la ville. Le Vésuve, qui avait déjà enseveli les villages préhistoriques de Nola et Longola, va couvrir Pompéi de 5 mètres de cendres. Plus de 2000 habitants y perdront la vie. L'éruption a duré 2 jours, puis le cratère s'est rendormi. Le Vésuve, après avoir offert fertilité et prospérité aux Grecs, aux Étrusques, aux Samnites et aux Romains, et une cité magnifique, avait tout enseveli. Pompéi avait disparu après 8 siècles d'histoire.